Le monde est plein de mystères. Ce qui est connu nous satisfait, nous déçoit ou nous lasse. Ce qui est inconnu nous indiffère, nous effraie ou nous galvanise. Quoi qu'il en soit, on est attaché à notre zone de confort. Et si on décidait de voir la vie autrement? Dans Fragments d'essence, nous allons vers l'inconnu sous toutes ses formes. Nos principes, l'authenticité et la bienveillance. Nos objectifs, recréer du lien humain et partager les points de vue. Dans ce podcast, nous allons à la rencontre de celles et ceux que l'on ne prend pas assez le temps d'écouter et qui ont pourtant tellement à nous apprendre. Ensemble, nous parcourons les villes et les villages pour recueillir les précieux fragments de nos existences, croiser les regards et partager la richesse du monde qui nous entoure. Parce que ce qui fait une société ne peut se voir qu'au-delà des artifices, des barrières sociales et des jugements unilatéraux. Bienvenue dans le podcast qui vous donne la parole. Bienvenue dans Fragments d'essence. Salut, c'est Florian et bienvenue dans ce 51e épisode de Fragments d'essence. Il y a 50 épisodes, c'est-à-dire à peu près 1 an et demi, on faisait nos premiers pas avec Alex sur les bords du lac de Paladru. Et ça fait quelque chose de se dire que tant d'entretiens ont été enregistrés depuis. Donc merci à toi de nous écouter depuis le début ou depuis plus récemment. Et on espère avoir ton soutien pour la suite. Aujourd'hui donc je te retrouve à Vienne, en Isère. En 2022, ce sont plus de 31 000 Viennois qui habitaient donc cette sous-préfecture du département, située au confluent du Rhône et de l'Agère, à peu près à mi-chemin entre Lyon et Valence. Quand je suis arrivé à Vienne, depuis les hauteurs, en venant du Nord-Isère, j'ai eu un petit peu le sentiment de déboucher sur une ville portuaire antique. Pourquoi antique ? Parce qu'elle garde sur elle les traces incontournables de l'Empire romain, pour lequel elle était considérée comme un lieu de présage. Bien plus tard, on la qualifiera de cité sainte en la comparant à Bethléem, rien que ça. Pour résumer, c'est une ville chargée d'histoire qui en garde encore de nombreux symboles, parmi lesquels le château de la Bâtie, qui domine la ville, le temple d'Auguste et de Livie, classé monument historique depuis 1840, évidemment son théâtre antique, daté du 1er siècle et pouvant accueillir jusqu'à 13 000 personnes, qui est notamment encore utilisé aujourd'hui pour le festival Jazz à Vienne, le jardin de Cybèle, jardin archéologique très apprécié des Viennois, qui comporte notamment encore des arcades du Forum, et enfin plus récemment le musée de la ville de Vienne, principalement dédié aux beaux-arts et à l'archéologie. Allez, assez parlé de la ville, il est maintenant temps d'aller à la rencontre de ses habitants, avec notamment une nouvelle citation de Coluche à analyser. De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent. Puisque je n'ai plus rien à dire, je me tais, et place au fragment d'essence. Nicolas. Stéphanie. Moi, c'est Florian. Enchanté. Alors, comme vous êtes deux, on va pouvoir faire un petit jeu. Si vous deviez donner une qualité de l'autre, qu'est-ce que vous diriez ? Elle est fun. Fun ? Il est artiste. Artiste, Ouais. D'accord. Et un défaut ? Il râle. Il râle. Elle dit que je râle. Bravo. Alors, pourquoi artiste ? Bah, parce que je fais un peu de musique. Ouais. Et un peu de photos, voilà. Un peu de photos, un peu de musique. Ouais. Super, quel genre de musique ? Moi, je fais du jazz, voilà. Du jazz, d'accord, Oui. sympa, en groupe, en autodidacte. Non, moi, j'enseigne la musique. Super. Et j'ai des groupes. Il y a un endroit où on peut vous retrouver ? Bah, dans Vienne, ouais. Vous allez dans des bars, dans ce genre de choses ? Exactement. D'accord. C'est sympa. Oui. Vous êtes de Vienne tous les deux alors ? Non, moi je suis d'Anjou, dans le sud vers Chana. D'accord. Voilà. Et j'ai rencontré Monsieur de- Nicolas il y a 1 an, donc voilà. Super. Moi, je suis de Vienne, ouais. J'habite dans le quartier. Là.
Alors, peut-être tous les deux, parce que vous devez connaître aussi. Qu'est-ce que vous recommanderiez de visiter, de voir à Vienne? Qu'est-ce qui est intéressant selon vous? Ah bon, moi, le musée gallo-romain, il est pas sur Vienne du coup, mais il est juste en face. Ouais. Ça, c'est mon amour pour les vieilles pierres. Donc, moi, je dirais le musée gallo-romain et le théâtre antique. Le théâtre antique. Moi, de flâner dans la vieille ville, de prendre du temps dans la ville tout court, je dirais, voilà, sur une journée. Puis après, tout dépend comment on est véhiculé, mais peut-être pousser en dehors de Vienne, faire une petite cave ou trouver un endroit justement par rapport au vin dans Vienne où voilà, il y a des choses sympas dans le coin. Donc des caves à vin. Ouais. D'accord. C'est pas des caves. Ah non, pas pas- des caves, non, des caves à vin. Et de boire un coup devant le temple d'Auguste et de Livy, c'est sympa. Oui, ça a l'air sympa. Ouais, c'est très sympa. Passer devant. J'ai une question pour vous de Lucie à Morestel qui vous demande tout simplement pourquoi tant de haine en ce monde. Parce qu'il n'y a pas de tolérance, mais c'est tellement évident. Mais voilà, il faut un peu de tolérance et apprendre à connaître l'autre avant de le juger. Mais ça, j'enfonce des portes ouvertes. Donc, C'est quelque chose qui s'apprend et qui s'oublie? c'est quelque chose qui s'apprend, oui, déjà, quand on est tout petit. Quelque chose qui s'apprend en étant confronté à d'autres cultures, à d'autres personnes, à d'autres façons de faire, à d'autres façons de penser. Et puis après, oui, ça s'oublie. En ce moment, on le sait bien, c'est très, très trouble. Il y a beaucoup de communautarisme, on va dire, et beaucoup de peur de l'autre, en fait. Alors que l'autre amène de la diversité. Là, je suis en train de lire, alors ça n'a rien à voir, mais je suis en train de lire un livre, le livre de Ken Follett sur l'âge de pierre. Et il parle notamment à l'époque qu'ils se mélangeaient entre communautés. Ils avaient déjà compris à l'époque apparemment qu'il fallait mélanger un petit peu les gènes et d'apprendre des autres et de ne pas être tout le temps entre soi en fait. Et ça peut-être qu'on l'a un peu oublié. Dans un petit... Pourquoi tant de haine? Ouais. Je pense qu'on est... Enfin, ça a toujours été... je pense que déjà, il y a peut-être moins de haine que dans toute l'histoire de l'humanité. Enfin, moins de violence. Mais qu'il y en a encore trop et qu'on est dans un monde qui est basé sur l'image. Enfin, on est inondé d'images et de raccourcis. On est dans un monde qui va vite. Et que tout ça, c'est pas quelque chose qui est propice à la paix intérieure, la paix tout court. Mais je pense que globalement, il y a peut-être moins de haine qu'on ne nous le laisse penser. Voilà. Et ça arrange peut-être des gens. Alors j'ai une autre citation pour vous. De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent. Qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça... moi, je suis complètement d'accord avec ce genre de choses. D'accord, oui. Et après, moi, ça m'évoque une forme de... Ça m'évoque l'humour, en fait. Ouais, C'est souvent on peut penser ça dans certaines situations. Ouais. Et que, voilà. Et que ça n'est pas fait, effectivement. Vous sauriez dire c'est une citation de qui? Bon, moi, je verrais bien... ça me fait penser à Audiard, à un peu l'âge d'or du cinéma français. Ouais. Et je Oscar pense que c'est Wilde aurait pu dire ça, peut-être, je sais pas. C'était Coluche. C'était Coluche. Mais voilà, l'humour, on une filiation. Ouais, Voilà. tout à fait. Qu'est-ce que vous auriez aimé apprendre à l'école, mais que vous avez appris sur le tard? À l'école, moi je crois que j'ai pas... Pourtant je suis prof, mais je crois qu'on n'a pas trop envie d'apprendre quoi que ce soit à l'école. J'ai envie de découvrir, ouais. Apprendre peut-être que les choses sont jamais figées et que la vie est normalement longue, en tout cas c'est ce qu'on souhaite à tout un chacun. Et que faut prendre le temps et accepter de faire des tours et des détours avant de trouver ce qu'on cherche. Voilà. Moi, je pense que... Alors, ça reste personnel et je pense que tu n'es pas d'accord là-dessus. La philosophie devrait s'enseigner dès le plus jeune âge, en fait. Évidemment, adapté au plus jeune âge, mais apprendre
aux enfants à réfléchir en fait. Je suis d'accord en fait. Ah d'accord. Enfin, je suis pas contre en tout cas. Voilà. Non mais voilà, qu'ils apprennent à réfléchir sur des sujets et apprendre à débattre. On parlait justement de la haine, apprendre à écouter l'autre, à entendre ce qu'il a à dire. Qu'est-ce que c'est pour vous l'acceptation ? C'est cette capacité à s'adapter à des situations qui nous frustrent. Qu'est-ce qu'il faut dans la vie pour passer ce cap ? De la sérénité, de la confiance dans l'avenir et quelque chose qui se perd beaucoup, laisser du temps au temps aussi. Je suis d'accord avec toi, surtout sur la frustration. Il faut aussi apprendre aux enfants à être frustrés, tout simplement, c'est-à-dire à vivre ce sentiment et comprendre pourquoi ça nous met dans cet état-là et comprendre comment on en sort. Et malheureusement, on voit beaucoup d'enfants qui ne sont pas confrontés à ça. C'est compliqué. Parce que la frustration fait partie de la vie et l'acceptation, ça fait partie. De se dire, là, pour le coup, je peux rien faire, mais je vais accepter. Que les choses sont ainsi. Que les choses soient différentes de ce que j'aurais voulu, mais... Vous êtes dans l'éducation ? Dans l'enseignement ? Moi, pas du tout. Ouais. Lui, oui, mais pas j'aurais moi. cru. Ah, non. J'ai peut-être raté ma vocation, mais non, moi, je suis dans l'industrie. D'accord. Pour rebondir peut-être sur ce qu'on a dit tout à l'heure, pourquoi sommes-nous des râleurs ? Déjà, je pense que c'est culturel. On baigne un peu là-dedans en tant que Français. C'est vrai. Et parce qu'on est aussi un peu enfant gâté en France. On est dans un pays qui, somme toute, a toujours cette envie de ne pas se contenter seulement de ce qu'on a. Mais je crois que c'est quelque chose qui est trop distordu. Je crois qu'on on passe à côté d'un sens peut-être un peu plus profond et apaisé de cette idée-là. Ouais, le français. Alors, moi, dans mon travail, justement, je suis amenée à avoir beaucoup d'autres nationalités. C'est vrai qu'on passe pour les râleurs, mais dans un autre sens, on nous envie un peu. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas les choses telles qu'elles sont. Alors, on parlait de la frustration, mais là, on parle de dire oui, ok, j'entends bien, mais on peut aussi voir d'autres choses. Et le français râle, mais le français propose. Il ne fait pas que râler, c'est-à-dire il va proposer, il va dire on va descendre dans la rue, on va dire on n'est pas content, on va quand même être force de proposition. On ne fait pas que bouder dans notre coin en disant c'est pas juste, quoi. Et ça permet de faire bouger les lignes. Et ça permet de faire bouger les lignes. Oui. On a tenu bon sur plein de choses et on a eu raison de tenir bon sur plein de choses dans notre histoire, récente ou pas récente, ce qui ont fait que on a un petit esprit rebelle, mais qui finalement remet en question la société et la fait évoluer. Pour terminer, quelle question vous aimeriez que je pose ? Pourquoi, en ces temps de changement climatique, on parle très peu d'écologie finalement ? C'est vrai il a fait très chaud cet été. À part dire qu'il faisait chaud, qu'il fallait boire, on n'a pas vu énormément de gens qui râlaient ou qui disaient qu'on ne faisait pas assez de choses pour l'environnement. Est-ce que c'est une qualité de s'adapter à un monde qui va pas super bien ? Intéressant, j'aime beaucoup. Stéphanie, Nicolas, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite ? Que la vie soit belle. Ouais, du bonheur. Super. Merci en tout cas d'avoir passé ce temps avec moi. Très belle journée. Merci à vous. Bien. Bonne journée. Merci. Au revoir. Bonjour monsieur. Excusez-moi de vous déranger. Vous dérangez pas. Vous auriez quelques minutes à m'accorder. C'est un modèle à partir à la galerie pour montrer mes œuvres. Ouais. Ah, vous êtes artiste.
Ah, C'est super. moi qui fais ça. Je fais ça. Je suis graphiste illustrateur à la base. Ouais. Et là maintenant, je vais être. C'est bizarre d'être entre guillemets. Et j'ai eu plusieurs accidents de vie dans mon parcours. Et j'ai toujours peint, mais je venais du figuratif, du très figuratif. Et suite à ces accidents de vie, j'arrivais plus à peindre. Surtout, je me suis détaché un petit peu de l'être humain, je me suis renfermé sur moi-même. Je me suis trouvé cette petite fenêtre pour exprimer ce que je ressentais, puis pour évacuer sur tout ce que j'avais sur moi. Donc, je me suis fait ces tableaux en carré, en 100 par 100, dans lesquels j'ai essayé de m'enfouir et puis de détricoter un petit peu tout ce qui se passait dans ma tête et dans mes émotions surtout. Donc la série s'appelle Capillarité, et puis chaque tableau est une émotion qui sont numérotées par ordre plus ou moins chronologique. D'accord. Ils ont été réalisés à plat, au début verticalement, puis après à plat, et je tournais autour avec mon pinceau en essayant de faire tout ça d'un seul geste, toujours avec un trait qui sort et qui rentre et qui sort de la toile, d'un seul geste. Après c'est devenu. Au début c'est très maladroit, et puis après je prends confiance, et puis ensuite j'attendais que ça sèche, donc j'en ai entamé un autre parce que c'est à l'huile. Et je revenais pour faire des couches supérieures, supplémentaires, de plus en plus, de manière à créer des profondeurs dans lesquelles je pourrais éventuellement plonger. Et puis au final, j'étais recouvert d'époxy pour donner un aspect laqué et presque, on dirait de l'eau presque. Et j'ai projeté ça, au début je voulais ça très lisse, comme un miroir. Et ensuite, je les ai projetés de manière à faire comme des flaques. Voilà un petit peu l'histoire de cette série. C'est marrant que vous parliez de détricoter, parce qu'il y a vraiment vous parlez de capillarité. Oui. Il y a ces fils qui ressortent, et on a l'impression vraiment que c'est impossible de détricoter finalement. Je ne sais pas si c'est l'impression que vous avez essayé de dégager. Alors hier, j'ai eu le bon mot, je n'ai pas fait exprès, j'ai essayé de tirer de poursuivre le fil de mes idées, entre guillemets. Sauf que là, c'était plutôt le fil de mes humeurs. Et oui, c'était détricoter ce que je ressentais au plus profond de moi, parce que j'avais eu ces accidents. En gros, c'est la perte de mon père qui m'a amené à une dépression, et dépression accompagnée d'alcoolisme. Et puis un petit séjour en clinique, et un vilain constat sur l'état du monde, sur remise en question de pourquoi tout ça. Voir son père qui a bossé toute sa vie pour le bien de la communauté en plus, et puis mourir dans d'horribles souffrances. Tout ça pour ça. Moi, je travaillais dans la pub, que j'avais mon agence, et je me dis, mais je travaille pour faire acheter des choses à des gens qui n'en ont pas besoin. Alors bon, ça va, je faisais du B2C. Du B2B, pardon, business to business, donc c'était autre chose. Mais malgré tout, j'avais ce sentiment-là de ne pas participer au bien-être du monde. Alors que là, oui, en tous les cas, je ne participe pas au mal-être du monde. En peignant, que ce soit des choses figuratives ou non figuratives. Je ne suis pas en train de voler quelqu'un, je ne suis pas en train de profiter de quelqu'un. Éventuellement, je fais vivre le fabricant de pinceaux et d'huile. Les pinceaux qui sont certainement fabriqués dans des conditions un peu recommandables. Alors, c'est marrant qu'on aborde ces sujets, parce que on aime bien demander aux gens qu'on rencontre de nous transmettre des questions pour les personnes suivantes. Et donc, avant, j'ai rencontré Nicolas et Stéphanie. Alors, vous avez de la chance, vous avez 2 questions en lieu d'une. Nicolas, il vous demande, est-ce que c'est bien de s'habituer, de s'accoutumer à un monde qui va de plus en plus mal? Je crois pas que ce soit bien, mais c'est nécessaire pour... alors s'habituer, s'accoutumer, c'est survivre en fait. C'est pas une question de bien, enfin, vous ne pouvez pas juger sur ce principe, sur cette dichotomie bien ou mal. On est obligé. Déjà pour survivre dans un premier temps. Ensuite, il n'y a pas tellement d'autres moyens qu'une révolution. Mais une révolution, même si on la fait seule, on s'en voit. Après, certains ont choisi la rue. Moi, j'ai un mode de vie qui est complètement alternatif, déjà parce que je suis artiste, que je choisis mes horaires, que
Donc je m'accommode parce que je me crée mon monde à moi. Mais bien, non, je peux pas. C'est compliqué. San Antonio, Frédéric Dard faisait dire à San Antonio, c'est quoi cette expression de merde qui est le sommeil du juste? Il n'y a que l'injuste qui peut dormir sur ses deux oreilles. Le juste, il ne peut pas dormir quand il connaît toutes les misères du monde, quand il voit toute l'injustice dans le monde, il ne peut pas dormir du sommeil du juste. Il va forcément, le juste, il dormira mal. Il sera inquiet, il sera angoissé, il se sentira même coupable parfois. Donc non, s'accommoder, non. C'est pas bien ou mal. C'est comme subir l'alternance du jour et de la nuit, on fait avec. Et après, il y a des choses à notre petite échelle qu'on peut réaliser. Je ne parle pas de descendre ses poubelles ou faire le tri, ça, c'est déjà... Ne serait-ce que sourire en règle générale, dire bonjour, apporter son petit lot de bonheur. On est dans la proximité, en étant une personne souriante, polie. Déjà, ne serait-ce qu'on va commencer par là, déjà. Je pense avoir répondu à la question au maximum. Oui, c'est très bien. Après, je vais partir dans la philosophie, ça va demander tout le monde. Est-ce que, je vais vous y relancer en fait. Est-ce que vous diriez que cette révolution dont vous parlez, elle doit d'abord être intérieure? On parle de spiritualité, là. Ça peut. Déjà, avoir une prise de conscience. On est des individus, on est grégaires, on est des individualités, certes, mais on a aussi des choses politiques. On est un animal politique. Je ne sais plus quel... c'est Socrate ou Platon, je ne sais rien. Mais politique dans le sens où on est obligé de vivre les uns avec les autres. On est obligé d'avoir des règles au moins communes. Et le problème, c'est qu'on est quand même des individualités. Donc, penser constamment à soi, c'est une nécessité. On a un besoin. C'est malheureux. Mais c'est comme ça. Mais il faut tenir compte qu'on n'est pas seul. Donc oui, il faut faire un cheminement vers soi-même pour lutter contre ce besoin d'égoïsme qui est naturel. Mais pour lutter, pour admettre qu'on fait partie d'un ensemble et qu'il faut vivre avec cet ensemble, qu'il faut respecter les règles de cet ensemble et qu'il faut tout faire pour aller au mieux dans cet ensemble. Et que chaque chose qui va être bénéfique dans cet ensemble, n'est-ce pas, chaque chose qui va être bénéfique au bon fonctionnement de cet ensemble, doit être valorisée. Et toute chose qui est malheureusement négative au bien-être de cet ensemble, du plus petit ensemble, que ce soit le couple, ou même soi-même, parce que même nous, on a nos propres contradictions. Tout ce qui est négatif doit être plus ou moins chassé. Donc on va vite avoir des dualités entre nos besoins, nos envies, nos émotions aussi, et comment les faire vivre dans la communauté la plus proche. Et donc oui, c'est une prise de conscience, il faut faire des efforts sur soi-même, il faut regarder l'autre, il faut aller vers l'autre, on en vient sourire à tout ça. Coluche disait, de tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent. Ah. Qu'est-ce que ça vous évoque? Là, vous venez de m'insulter. Non, vous avez des choses à dire. Ouais, j'ai des choses à dire. C'est le truc de la langue de bois, quoi. Il n'y a rien de pire quand on a un politique faire de la langue de bois. Voilà, le mec, il n'a rien à dire, il a des éléments de langage, c'est à son creux, c'est vide de sens, ce sont juste des arguments. Et puis, bien souvent, c'est quand même vachement mieux les actes que les paroles. Bien souvent. Stéphanie m'a demandé de vous poser cette question, donc. En ces temps de changement climatique, pourquoi parle-t-on si peu d'écologie? On va en revenir à malheureusement à la politique, mais pas qu'à la politique. On va en revenir à tous nos petits égoïsmes et qui lorsqu'on a de grandes ambitions ou qu'on a de grands pouvoirs, ces égoïsmes-là prennent des proportions énormes. Et donc l'égoïsme des grandes sociétés, par exemple, qui veulent absolument continuer de s'enrichir, ne passe pas du tout par une prise en compte écologique. Alors, ils vont faire du greenwashing, ils vont faire ci ou ça, et là, qu'est-ce qui se passe dans la société où tout le monde essaie de s'arracher un bout de pouvoir ou de s'accrocher à son bout de pouvoir, et que c'est
malheureusement, on voit bien que l'intérêt commun n'est pas l'intérêt commun, mais un intérêt très très ciblé, avec des gens qui sont très très égoïstes, qui s'accrochent, et certainement méprisants aussi. L'écologie, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Donc, je pense que... Et puis même, c'est tellement abstrait, ce dérèglement climatique. On va le sentir, on va confondre le climat et les températures, on va confondre la météo et le climat. Il fait froid cet hiver, il fait très chaud, mais c'est un épiphénomène. Oui, mais non, ça fait 3 ans que c'est dur, mais ça va être pire. Oui, mais d'après qui? On nous le dit à la télé. Donc c'est vrai, ah mais non, Trump a dit que c'était faux. Mais quoi qu'il en soit, l'écologie, il faudrait y revenir. Je suis en train de travailler sur quelque chose, sur une dystopie. Dystopie, vous voulez dire? Dystopie, oui, Oui. je suis dyslexique. Pas de souci. Dystopie. Je suis en train de travailler, je me sers de l'IA, j'ai découvert l'IA et je me sers de l'IA. Donc c'est pas très écologique en soi. Mais je pense que si on s'en sert pas, c'est elle qui servira de nous. Et je me sers de l'IA pour imaginer une dystopie sur laquelle je travaille énormément. Et justement, où je recrée dans un monde qui serait plausible, un assemblage de microsystèmes, de micro-écosystèmes qui vont devoir cohabiter, trouver des équilibres constants entre eux pour que ces micro-écosystèmes, qui déjà ont réussi à survivre, parce que bien évidemment c'est post-apocalyptique comme toujours, mais qui ont réussi à renaître ou à survivre, trouvent des équilibres, pas forcément financiers, mais ne serait-ce que la bonne balance pour pouvoir s'adapter chacun à leur écosystème, à leur propre paradigme, et que ces paradigmes coexistent entre eux. Donc je travaille là-dessus, j'ai écrit plein d'images, j'ai des scénarios. J'aimerais faire ça sur un ton BBC, style géo-reportage, reportage géographique. C'est super. Vous êtes toujours dans la publicité aussi? Alors je continue de faire du graphisme, mais je ne fais plus publicité à proprement parler. Il y a vraiment eu oui, un vrai blocage. un changement dans votre... Ouais, à un moment, je me suis aperçu que je faisais du graphisme et du design pour des casques qui étaient des casques de moto, qui étaient ce French Touch. Donc j'ai été la marque. Et donc ces casques étaient fabriqués par des petits enfants au Vietnam dans des conditions, tout ça pour être vendu pas très très cher à des jeunes frimeurs qui n'en avaient pas besoin et dont les casques n'étaient pas d'extrêmement bonne qualité. Et je me suis dit, je me renierai plus comme ça, j'ai plus envie. C'était ma petite concession personnelle à dire non, je ne vais plus travailler pour ce genre de truc, quoi. Que l'on sert de mes talents pour gagner de l'argent, parce qu'en plus, c'est pas moi qui en gagnais le plus, bien évidemment, mais au détriment de petits travailleurs, je trouve. Et donc cette collection, ça vous a pris combien de temps à réaliser tous ces tableaux? Ça s'est étalé sur 2 ans et demi, 2 ans et demi. 2 ans et demi, parce qu'il ne reste plus que 18, mais j'en ai vendu quelques-uns, heureusement. Ouais. Parce que là, sans être dans le bon capital, c'est bien de manger. Oui. J'ai remarqué. C'est mieux de survivre. Ah, c'est bien, c'est bien. Et puis, j'ai pas envie d'aller à la soupe populaire, non pas parce que j'en aurais honte, mais parce qu'il y a des gens qui en ont beaucoup plus besoin que moi. Voilà, puis à côté de ça, moi, je fais d'autres activités, donc qui me permettent de me sustenter et de payer mon électricité. Et puis, la nourriture pour mon chien et mes enfants, Ouais. ce qui est pas mal. C'est pas mal. Et d'offrir un verre aux passants. Mais ouais, ça s'est étalé sur 2 ans, 2 ans et demi. Puis après, je suis revenu sur... je peux revenir dans la ville un petit peu. Et j'ai retravaillé, j'ai recommencé par des portraits animaliers. Les portraits de Animaliers. Des portraits animaliers. Parce qu'avant, j'étais beaucoup dans le figuratif et beaucoup sur le portrait humain. Et là, je suis revenu petit à petit à travers les animaux. Je suis revenu à refaire des portraits humains. Je peins un petit peu moins en ce moment, enfin beaucoup moins, parce que j'ai des activités diverses. On peut pas tout faire. Voilà. On peut vous trouver quelque part en ligne Ah oui, tout à fait. Donc, sur Facebook, Cyprien Marsan, c'est Y-P-R-I-E-N M-A-R-S-A-N. Je le mettrai en description du podcast. On va gagner ça. On va prendre une petite photo, puis sur Insta aussi. Et je dois avoir un site quelque part, mais je ne m'en suis pas vraiment occupé. Pour terminer,
Quelle question? Voilà, vous y avez déjà pensé en fait. Bien sûr, bien sûr. Quelle question? Alors, si c'est une personne qui a un animal, c'est une question qu'on m'avait posée, qui m'avait... qu'est-ce que l'animal lui apporte-t-il en plus de première chose, l'affection, la présence? Qu'est-ce qu'il lui apporte d'un point de vue philosophique au plus profond de lui? Moi, pour y répondre à cette question, c'est l'instant. Nous, on ne vit pas dans l'instant, on ne voit pas l'instant. L'instant, il est déjà passé au moment où je parle, alors que l'animal, lui, vit toujours l'instant. Il vit toujours l'instant. Et c'est un des moyens que j'ai eu pour ne plus avoir peur de la mort. Par l'animal, j'ai appris que rien. Lui, il n'en a pas, peut-être pas conscience. Peut-être pas, je ne sais rien, mais a priori, il n'en a pas conscience. Il a conscience de la douleur, il a conscience peut-être de l'imminence de sa mort au moment où la lame va l'achever, mais... Et ça n'empêche pas d'être heureux et de prendre dans l'instant ce qui est bon à prendre. C'était ma réponse. Donc, j'aimerais bien savoir si ça peut être la réponse de quelqu'un d'autre. Comment c'est son prénom? Elle, Lexia. Elle, Lexia. Ouais. D'accord. J'en ai perdu un le soir de Noël et que j'ai aimé comme un fou. Et elle, c'est un sauvetage. Et elle vous a appris l'instant? Ouais. Non, c'est l'autre, c'est le précédent. Enfin, les précédents en plus. Oui. Moi, je suis chargé d'émotion, pour lui parler. Désolé. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Bah écoutez, Florian, enchanté. Cyprien, c'est ça. Merci beaucoup. Je vais... Bien sûr, vous l'avez à boire. vous savez, je vais prendre un peu le temps de regarder et j'apprécierai un jus de fruits avec plaisir. Du coup. Merci beaucoup. Les journées raccourcissent, le temps devient un petit peu plus maussade, et on doit s'adapter pour nos enregistrements. Ce qui ne change pas, en revanche, ce sont les messages très justes et enseignements que nous apportent nos interviewés. Aujourd'hui, donc, je tiens à remercier Nicolas et Stéphanie, ainsi que Cyprien pour leur précieux partage. On aura donc parlé de philosophie et d'échange, de l'art et des possibilités qu'il nous offre d'exprimer certaines parties de nous-mêmes, d'alignement avec nos valeurs dans le quotidien et dans le travail, ainsi que, plus globalement, et c'est surtout un sujet qui devient de plus en plus récurrent en ce moment, d'évolution, de changements systémiques qu'il nous faut envisager pour un avenir plus radieux. Comme d'habitude, vous trouverez les références, les citations, les liens notamment vers le travail de Cyprien dans la description du podcast. N'hésite pas à y faire un tour pour perpétuer les liens et l'échange que nous essayons de recréer avec ce podcast. Pour ce qui est de la citation de Coluche, de tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent, on aura fait très rapidement le lien avec l'expression commune « parler pour ne rien dire ». Mais au-delà du fait de ne rien dire, et là c'est encore peut-être un petit peu plus d'actualité, il y a aussi les méfaits liés à la malinformation, à la désinformation lorsqu'elle est volontaire, et plus généralement aux opinions face aux faits. Peut-être avons-nous aujourd'hui davantage de difficultés à distinguer ces opinions des faits, à ne pas les mettre sur le même niveau, et surtout tout simplement à remettre en question la légitimité des opinions qui sont formulées, d'un point de vue du vécu ou de la spécialité professionnelle. C'est peut-être une question d'éthique ou d'honnêteté avec soi-même, un effort dans certains cas, mais peut-être devrions-nous simplement nous souvenir, nous rappeler de ne pas commenter les sujets sur lesquels nous ne sommes en réalité pas compétents. Ce sont certainement au moins en partie ces prises de position, pour certaines quelque peu illégitimes, qui asphyxient le débat ou en créent là où il ne devrait pas y en avoir. Et de la confusion et des incompréhensions qui en résultent, naît ainsi cette crise de l'information et les phénomènes de post-vérité qui y sont liés. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je te souhaite une excellente journée ou fin de journée. La semaine prochaine, c'est Alex qui te retrouvera pour l'épisode 52 de Fragments d'essence. Salut! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié,
On t'invite à le partager à tes proches, c'est notre meilleure communication et ça aide considérablement notre travail à gagner en visibilité. Tu peux aussi nous laisser une note et un commentaire sur Spotify, iTunes ou même YouTube. Ça prend à peine quelques secondes, mais c'est vraiment essentiel pour notre référencement. On est aussi présent sur Instagram, où on met en avant les moments marquants et coulisses du podcast. N'hésite pas à nous y écrire et nous mentionner. Et enfin, si tu en as l'envie, tu peux nous aider à couvrir nos dépenses matérielles et nos déplacements en faisant un don sur Buy Me a Coffee. Tous les liens sont en description du podcast. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oublie pas toi aussi et dès aujourd'hui de rassembler les précieux fragments de nos existences.